L'espace tangent de Zariski. Dans ce paragraphe, on va définir l'espace tangent, une notion algébrique d'espace tangent pour un sous-ensemble algébrique dans Kn. Alors, il faut commencer par rappeler ce que c'est la dérivée d'un polynôme en algèbre. Donc, soit A un anneau commutatif unitaire comme d'habitude, et F un polynôme à coefficient dans A en l'indéterminé x. Alors on va écrire f comme a0, terme constant, plus a1x, plus a2x2, plus etc. plus an x puissance n, où le a0 et an sont des éléments de A et n est un entier naturel. Alors on définit très formellement la dérivée de f. On supprime A0, on écrit A1 comme terme constant, on écrit 2A2x, etc., plus n a n x puissance n-1, de manière purement formelle. Donc c'est encore un élément de A crochet x. Et cette dérivée a la propriété habituelle. Donc on a la dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Si je multiplie un polynôme par une constante a, alors c'est la dérivée multipliée par a. Donc ici, f et g sont des éléments de a crochet x et a dans a. On a la formule de Leibniz, que la dérivée du produit c'est f' fois g plus f g'. Et pour finir, le degré de la dérivée. En général, ici, l'évaluation de n fois an dans l'anneau, ça peut évidemment faire disparaître ou rendre zéro ce coefficient. Si n notamment, si n est 0 dans l'anneau A, ou plus généralement, si n fois an égale 0 sans que an soit 0 par exemple. Donc a priori, le degré de f' peut être inférieur au degré de f-1. Donc on a un degré de f' inférieur ou égal au degré de f-1, et on a un degré de f' égal au degré de f-1 si le degré de f est inversible dans A, par exemple. Ou plus généralement, si le degré de f est un élément régulier, donc non diviseur de 0. Voilà, donc ça c'est des choses assez faciles à démontrer. Et on va s'en servir pour définir les dérivées partielles. Donc définition. Donc je vois K encore. Et n un entier naturel. Je vois f un polynôme un K crochet x1 jusqu'à x indice n. Donc on considère, donc je fixe aussi un entier i entre 1 et n. On considère f comme un polynôme en x indice i à coefficient donc dans les autres indéterminés. Donc de x1 à x indice i moins 1, et puis de x indice i plus 1 à x indice n. Ça c'est mon anneau de coordonnées, mon anneau de coefficient. Et je regarde f comme un polynôme en une seule indéterminée, xi. Et donc du coup, f possède une dérivée dans le sens précédent. Où a c'est l'anneau k crochet x1, xi moins 1, xi plus 1 jusqu'à x indice n. Et on définit df dxi, par définition, c'est la dérivée de f vue comme polynôme en l'indéterminé x indice i. Voilà, donc il faut peut-être un exemple. Je prends f égale à y2 moins x3 un k crochet xy. Alors j'ai deux dérivées partielles, j'ai df dx.
C'est donc considérer f comme polynôme en x à coefficient d'un k crochet y, sa dérivée, ça va être moins 3x2. Comme on analyse en fait, df dy, c'est considérer f comme polynôme en y à coefficient d'un k crochet x. Et donc sa dérivée, ça va être 2 fois y. Voilà, et on a encore les règles, on a des règles, les règles qui correspondent à ce qu'on vient de voir. Donc notamment la dérivée de la somme, la dérivée partielle de la somme, c'est la somme des dérivées partielles. Alors la linéarité par rapport à l'anneau des coefficients, ici on ne va pas écrire petit a, j'écris, comme c'est un polynôme, je vais l'écrire h. Donc ici, h, ça va être un polynôme en les autres indéterminés. Donc c'est un polynôme en x1 à xn, sauf en xn ici. Et donc du coup, on peut le sortir. On peut l'écrire comme ça, df dxi. Et sinon, f et g, bien sûr, sont des polynômes comme précédemment en k crochet x1, xn. Donc on a pour f et g dans k crochet x1, xn, on a la somme de la dérivée partielle par rapport à xi, c'est la dérivée partielle de la somme. Un polynôme qui ne dépend pas de x indice i, pour le dire ainsi, donc il est constant en x indice i, on peut le sortir de la dérivée. On a encore la formule de Leibniz, la dérivée partielle d'un produit, c'est df dxi que multiplie g plus f que multiplie dg dxi. Après, on peut dériver, on a des dérivées partielles, on en a plusieurs, donc on peut se demander est-ce que dxi de df dxj, est-ce que c'est égal à d dxj et df dxi, et c'est le cas. Ça se montre très facilement par linéarité, en fait. Et finalement, cette histoire de degrés, si je regarde le degré de la dérivée partielle par rapport à xi, je regarde son degré en xi, donc a priori, ce degré ne peut pas dépasser le degré de f en xi moins 1. Et on a égalité. On a égalité. Si jamais le degré de f en xi est inversible dans... Bon, comme c'est un entier, il va carrément appartenir à k. Donc il faut que le degré soit non nul dans le corps k. Autrement dit, la caractéristique du corps k ne doit pas diviser ce degré. Et dans ce cas-là, on a la relation habituelle entre le degré de f et le degré de sa dérivée partielle. Bon, on va s'en servir pour définir l'espace tangent de Zariski, un sous-ensemble algébrique de Kn. Donc on aura besoin, il va y avoir une expression qui va apparaître très souvent, c'est le terme de degré 2, de degré 1 du polynôme de Taylor de f en un point. Donc je vais introduire une notation un peu ad hoc pour ça. Donc supposons que f est un polynôme dans k crochet x1, xn, et a un élément de Kn. Donc on note... donc je vais P, donc j'ai le polynôme de Taylor, ou le terme du polynôme de Taylor de f en A de degré 1, donc je vais noter P indice A1 de f. Ça va être la dérivée partielle de f par rapport à x1 évalué A en A, que multiplie x1 moins A1, la première coordonnée de A, plus, etc.,
plus la dérivée partielle de f par rapport à xn en a que multiplie xn moins a indice n. Donc c'est un polynôme de degré 1 au plus dans k crochet x1, xn. Le degré total est au plus 1. Les dérivées partielles ici, je les évalue en a. Donc ces coefficients devant les xi moins ai, ils sont des éléments de k. Donc en particulier, on voit que le lieu de 0, qu'est-ce que c'est que le lieu de 0 de ce polynôme? C'est l'ensemble des x dans Kn tel que la somme i va de 1 à n df dxi évalué en a que multiplie xi moins ai égale 0. Et donc c'est un sous-espace, c'est donc un sous-espace affine de Kn. Justement, en analyse, on regarde ce genre de choses. Si A n'est pas un point critique, c'est-à-dire si le gradient de f ne s'annule pas en A, ça définit un sous-espace affine, dimension n-1 de Kn. En analyse, on définit ça comme l'espace tangent en f-1 de 0 en le point A. Si A est un 0 de f. C'est ce qu'on va faire ici. Mais, ici, on a a priori plusieurs polynômes et on va donc définir l'espace tangent de Zariski de la façon suivante. Donc soit K un corps et N un entier naturel. Donc soit V donc K puissance N un sous-ensemble algébrique et A un élément de V. Alors, on va prendre, pour définir les choses correctement, il faut prendre l'idéal de V, donc soit I l'idéal de V. Alors, l'espace tangent de Zariski de V, c'est un espace tangent AV en A. On va le noter T indice A de V. C'est l'ensemble de x dans Kn, justement, où tous ces polynômes de Taylor, tous ces termes de degré 1 des polynômes de Taylor de f, où f parcourt tous les éléments de i, s'annule. Autrement dit, c'est le lieu de 0 de... Je vais supprimer les accolades, donc je vais écrire P indice A1 de f, où f parcourt tous les éléments de i. Voilà. Donc comme ça c'est une intersection arbitraire de sous-espaces affines. Le lieu de 0 de P indice A1 de f, on a vu que c'est un sous-espace affine de Kn. Une intersection arbitraire de sous-espaces affines est un sous-espace affine. Donc c'est un sous-espace affine. C'est un sous-espace affine de k puissance n. Quand on parle de sa dimension, on parle donc de sa dimension en tant qu'espace affine. Bon, il se trouve que là, on vient de le voir, c'est aussi le lieu de 0 d'une collection de polynômes, à savoir le polynôme P indice A1 de f. Donc c'est aussi un sous-ensemble algébrique. Alors on peut démontrer facilement que sa dimension en tant que sous-ensemble algébrique de k puissance n coïncide avec la dimension, sa dimension en tant que sous-espace affine. Alors cette définition n'est pas très utile parce qu'il faut donc a priori regarder le lieu de 0 d'un nombre infini de polynômes. Alors la proposition suivante dit qu'il suffit de regarder, de prendre
c'est 0 pour les éléments d'une famille génératrice. Donc soit K toujours encore, et N un entier naturel. Donc soit V dans K puissance N un sous-ensemble algébrique. Donc soit I toujours son idéal. Et supposons soit F1, F indice 1, indice F, F indice M, une famille génératrice de l'idéal I. Donc avec ça, on peut décrire très explicitement l'espace tangent de Zariski en point A de V. Soit A dans V, alors l'espace de Zariski à V, l'espace tangent de Zariski à V en A, c'est simplement le lieu de 0 de P1 F1 jusqu'à P indice A1 F indice M. Donc il suffit de prendre les zéros de ces polynômes de degré total au moins 1. Alors on va démontrer ça. Donc on va notons S le second membre pour simplifier un peu l'écriture. Alors comme TA de V, c'est le lieu de 0 de tous les polynômes de la forme P indice A1 de F où F est dans I, et les FI sont dans I, il est clair qu'on a bien sûr TA de V a priori est plus petit que S. Donc on a T indice A de V contenu dans S. Donc on va montrer l'autre inclusion. On va montrer que S est contenu dans T indice A de V. Donc je prends un élément X dans S. Et on veut montrer qu'il est dans TA de V. Donc il faut démontrer pour n'importe quel polynôme dans I. Donc on doit montrer que P indice A indice 1 de F s'annule en X. C'est ça ce qu'il faut montrer. Alors ça c'est très facile, hein. Comme le FI engendre l'idéal, il existe des polynômes G1, Gm, en cas crochet x1, xn, tels que f soit égal à g indice 1, f indice 1, plus g indice m, f indice m. Et donc du coup, comme je veux avoir une compréhension de ce polynôme, ce terme de degré 1 du polynôme de Taylor de f en A, je vais calculer le dérivé partiel de f par rapport à xi. Donc ça c'est donc le dérivé partiel de la somme, donc c'est la somme des dérivés partiels. Et donc en appliquant Leibniz, je vais avoir dg1 dxi f1 plus g1 df1 dxi, etc. dgm dxi fm plus gm que multiplie dfm dxi. Et ce qui m'intéresse, c'est la valeur de df dxi en A. Alors, comme le fi s'annule en A, df dxi évalué en A, f1 s'annule en A, fm s'annule en A, donc ce qui reste c'est g1 de A, df1 dxi en A. Tout le monde est évalué en A. Du coup, on peut écrire
le terme de degré 1 du polynôme Taylor de f en A. Parce que par définition, maintenant on va écrire ça avec un sigma, I va de 1 à n df dxi en A que multiplie xi moins ai. Et je vais faire la substitution. Je vais substituer pour df dxi a, je vais substituer cette expression-là. Donc ça va être une somme double. J va de 1 à m. G indice J de A, df J dx indice I, dxi moins AI. Donc ça, on va écrire ça différemment. Je vais plutôt prendre d'abord la somme J égale 1 à m, et ensuite la somme I va de 1 à n. Et du coup, ici, je peux sortir le G indice J de A. Et ici, ce qui me reste, c'est df indice J dxi, xi moins AI. Autrement dit, la somme J va de 1 à m de G indice J de A, et là on trouve pile c'était évalué en A, donc on trouve pile le polynôme P indice A1 de f évalué en A. Non, ça c'est le polynôme, je n'ai pas évalué en A, c'est le polynôme P indice A1 de f. Donc on a f indice J, pardon, f indice J. Donc du coup, le polynôme P indice A1 de f, on l'a exprimé comme combinaison linéaire de ces polynômes-là. Or, x est un élément du second membre, c'est-à-dire c'était le lieu de 0 de P indice A1 de F1 jusqu'à P indice A1 Fm. Donc si maintenant j'évalue si maintenant j'évalue P indice A1F en x, donc la somme G indice J de A, P A1 de F indice J évalué en x, mais ces derniers facteurs sont tous 0. Autrement dit, la combinaison linéaire vaut 0. Et on a bien P A1 de F de x égale 0 comme il se devait. Et d'où on a l'inclusion de S dans l'espace tangent. Et ça termine la démonstration. Donc ça c'est très pratique, cette proposition, parce que ça nous permet vraiment de déterminer l'espace tangent de Zariski concrètement. Donc on fait un exemple, bien sûr on va reprendre notre polynôme favori y2 moins x3, donc accrocher xy. Donc je prends k infini, supposons k est un corps infini. Comme ça, si on pose V le lieu de 0 de f, on a vu que alors son idéal, du coup, son idéal est engendré par f. Comme le corps est infini, son idéal est engendré par f. C'est ce qu'il faut savoir, parce que sinon, il faut une famille génératrice. On peut facilement donner des exemples où la proposition est fausse si on ne prend pas une famille génératrice. Donc d'après la proposition, l'espace tangent à V en point, je vais maintenant, logiquement, je vais noter le point AB. Un point AB de V, quel est son espace tangent de Zariski? C'est l'ensemble de XY dans K2, tel que df dx en AB que multiplie x moins a, ou donc évalué en petit x moins a, plus df dy en AB que multiplie y moins b, égale à 0. Je viens d'écrire ici le polynôme
P indice A1 de F évalué en le point XY de K2. Or, on a vu que df dx c'était moins 3x2, et df dy c'est 2y. Donc, cet espace tangent de Zariski, c'est donc df dx évalué en AB, c'est moins 3a2, facteur de x moins a. Df dy évalué en AB, c'est 2b, plus 2b, et y moins b égale 0. Et donc voilà, première surprise, l'origine par exemple, avec AB égale 0 dans V, AB doit être un point de V bien sûr, sinon cet espace tangent n'a pas de sens, on n'a pas défini pour un point relevé. On peut évidemment écrire la formule, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Si je prends l'origine dans V, on voit que ici, moins 3A2 et 2B sont 0 tous les deux. Autrement dit, on trouve que l'espace tangent à cette courbe, en l'origine, c'est KD tout entier. C'est pour ça qu'on appelle l'espace tangent de Zariski et pas l'espace tangent tout court. C'est un espace tangent algébrique qui a priori semble ne pas être très géométrique. En l'occurrence, un espace tangent de dimension 2 pour une courbe, c'est un peu étonnant. Si on prend un autre point, ça se comporte mieux. Par exemple, si je prends le point 1, 1, qui est bien un point de V, parce qu'un 1 au carré moins 1 puissance 3 est bien égal à 0, l'espace tangent à ce point-là, c'est donc j'ai moins 3x moins a. Donc c'est défini par l'équation moins 3x moins a plus 2 y moins b, ouais, a est égal à 1, plus 2 y moins 1 égale 0. Donc comme 3 et 2 ne peuvent pas s'annuler en même temps dans le corps K, ça c'est donc une vraie équation affine de degré 1. Hein, donc c'est une droite affine dans K2. Alors si K est égal à R, on peut faire un dessin. Si K est égal à R, on peut faire un dessin. On a la courbe avec un cuspe comme ça. Bon, j'ai mal à dessiner correctement. Ici, on a le point 1, 1, admettons. Alors si on dessine, on trouve bien sûr la droite tangente qu'on aurait définie en analyse pareil. C'est la droite tangente affine passant par 1, 1, de direction le vecteur perpendiculaire au gradient de la fonction définissant la courbe. En tout cas, ça a vraiment mérite de s'appeler la droite tangente. C'est en 0 en l'origine, où c'est étonnant, on a tout un espace tangent de Zariski qui est égal à K2 tout entier. Alors maintenant qu'on a donc cette description explicite de l'espace tangent de Zariski en point A, on a un corollaire direct parce que on peut donc appliquer ce qu'on sait en algèbre linéaire ou en géométrie affine. Le corollaire, c'est que on a donc une formule pour la dimension de l'espace tangent sur K encore, et n un entier naturel. Donc V donc Kn algébrique, et F1 Fm une famille génératrice de l'idéal de V. Donc soit A un point de V, alors la dimension
de l'espace tangent de Zariski en V à AV en A. C'est donc n moins le rang de la matrice jacobienne, j'allais dire. Disons la version algébrique de ça, c'est que je prends le dérivé partiel comme on vient de définir, dfi indice dxj, donc ça fait une matrice m fois n de polynômes. Tous ces polynômes, je les évalue en A, donc là j'ai une matrice à coefficient dans K, c'est une matrice m fois n, donc, qui a un certain rang, et n moins ce rang, c'est la dimension de t indice A de V. C'est donc une application directe de ce qu'on a pu voir en algèbre linéaire, notamment le théorème du rang. Donc ça c'est assez intéressant, cette formule. Alors du coup, on voit que ce rang-là, pour les valeurs spéciales de A, ce rang peut chuter. Donc, on imagine bien que génériquement, ce rang maximal, et après, ce rang peut chuter pour certaines valeurs de A. Donc du coup, la dimension augmente. Donc du coup, on a envie de définir. On va avoir une notation un peu ad hoc avec donc, les notations précédentes. Je vais noter V indice I pour chaque sous-ensemble algébrique V de Kn. Je note V indice I, le lieu où la dimension de l'espace tangent de Zariski est au moins I. Ou inversement, ou comment dire, autrement dit, le lieu où le rang de la matrice jacobienne est au plus n-i. Et donc ça, pour I va, c'est un sens pour I va de 0 à n plus 1, disons. Donc bien sûr, on a une suite de sous-ensembles de V. V0, c'est V tout entier, bien sûr. Dire que la dimension supérieure à 0, ça c'est satisfait partout. Après, a priori, j'ai un sous-ensemble V1, sous-ensemble V2, ainsi de suite, jusqu'à Vn, où il y a encore une condition, dire que la dimension est au moins n. Attendez, la dimension, je suis dans Kn, donc dire que la dimension est de Vn, ça peut encore être un sous-ensemble non vide, comme on vient de voir pour la courbe. Pour la courbe au point de rebroussement. Donc après, on avait un n plus 1, alors là, on est sûr qu'on a un sous-ensemble vide. Donc on a une suite décroissante de sous-ensembles de V. Alors, ce qui est intéressant, c'est que il faut peut-être rappeler qu'une matrice m fois n à coefficient dans un corps, alors on a le rang de A est inférieur ou égal à R si et seulement si tous les mineurs de taille R plus 1 fois R plus 1 de A s'annulent. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on voit en algèbre linéaire, sur un corps quelconque. On sait que le rang d'une matrice m fois n est inférieur ou égal à R si et seulement si tous les mineurs de taille 1 dessus s'annulent. Et comme ces mineurs, c'est des polynômes en A, on voit que si pour A, je prends la matrice jacobienne ici, ça va être des polynômes en x1, xn. Autrement dit, le corollaire du corollaire, c'est que le sous-ensemble, donc chaque sous-ensemble VI de V est algébrique. C'est un sous-ensemble algébrique de VI, c'est-à-dire c'est un sous-ensemble algébrique de Kn contenu dans V. Donc toute cette suite de sous-ensembles, donc c'est une suite décroissante de sous-ensembles, c'est que des sous-ensembles algébriques
dans V. Donc on appelle d'une filtration, d'une stratification de V par le sous-ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui va nous intéresser dans la suite. Pour donner un exemple, on peut dans un premier temps reprendre l'exemple de la courbe à point de rebroussement. Donc toujours k infini, et f égale y2 moins x3 dans k crochet xy. Donc v c'est z de f. Et donc f, on a vu que f engendre l'idéal de v. Et on a vu que l'espace tangent de v, c'était l'ensemble xy dans k2, tel que moins 3a2 x moins a plus 2b facteur de y moins b égale à 0. Donc on voit que cette condition-là est triviale si a et b sont 0. Donc c'est ce qu'on a déjà remarqué. Que l'espace tangent à cette courbe en l'origine c'est k2 tout entier. Et pour tout autre point, il est strictement contenu dans k2. Et en fait il est de dimension 1. Si AB n'est pas l'origine. C'est dans V privé de 0. V privé de 0. Donc du coup, V0, là où la dimension de l'espace tangent est au moins 0, c'est donc bien égal à V. Et même tous les espaces tangents sont de dimension au moins 1. Donc V0 est égal à V1. C'est là où on se demande les points de V où l'espace tangent est de dimension au moins 2. C'est là où on va avoir une inclusion stricte. Parce que V2, c'est juste l'origine. Et donc ça, c'est strictement contenu dans V3, qui est vide. L'espace tangent n'a jamais dimension 3. C'est pas possible parce que c'est un sous-espace affine de K2. Donc on voit ici un petit exemple de cette stratification de V par les sous-ensembles VI. Alors on va faire un exemple un peu plus intéressant. On va passer en 3 indéterminés. Donc K toujours encore infini pour avoir la main sur le générateur de l'idéal. Et je prends f, je prends le polynôme y2 moins zx2 dans k crochet x, y, z. Donc je prends un polynôme en 3 indéterminés. Et je pose v, bien sûr, au lieu de 0 de f. Alors, ce sous-ensemble de K3, c'est donc, on y pense comme une surface. On l'appelle le parapluie de Whitney. Le parapluie de Whitney. Ça s'explique un petit peu. Si K est égal à R, il faut le lieu de 0. Donc, du coup, le lieu de 0, c'est l'ensemble de points x, y, z dans R3. Donc, y2 moins zx2 égale 0. Donc, il faut le trancher par la tranche z constante. Vous voyez, si z est négatif, y2 moins zx2, donc moins z c'est positif, donc vous avez un carré plus un autre carré, égale 0. Ça c'est possible dans R, si et seulement si xy égale 0. Donc j'ai pour z négatif, j'ai que l'axe de z en fait. Si z égale 0, la condition ici c'est y2 égale 0, donc ça c'est équivalent à y égale 0, c'est-à-dire j'ai l'axe des x. Et si je prends des coupes z constantes pour z positif, y2 moins zx2 va se décomposer
comme deux facteurs linéaires, y moins racine de z x facteur y plus racine de z x. Donc ces deux droites, ce sont deux droites distinctes qui donc symétriques par rapport à l'axe des x qui s'intersectent en 0. Donc avec un peu d'imagination, on va maintenant à ce que c'est. Alors je vais préparer un petit... il faut toujours faire un peu de pub pour Sage. Donc il faut que je fasse une recherche Google sur Sage Math. Et là c'est un logiciel de calcul libre, même open source. Donc on peut regarder la source et tout, on peut même modifier. Et avec ce logiciel de calcul, on peut faire le dessin. Et donc ici... voilà un dessin de cette surface. Donc avec Sage, on peut faire ça comme ça. Il faut déclarer les variables y et z, parce que x est déjà contenu. Donc vous avez la commande. Donc ça c'est la commande var quote y z quote avec un espace. Comme ça, il envoie la chaîne de caractères y z dans l'espace de nom des variables. Et y et z vont être définis parce qu'une variable ne peut pas avoir un espace. Donc automatiquement, ça je vais le casser en deux et on va avoir deux variables y et z plus la variable x qui existe par défaut. Et donc on a la commande implicit plot 3D avec laquelle on peut donc dessiner par exemple des surfaces définies par une équation comme ici y2 moins z x2, c'est notre surface. Et ici je donne des bornes sur x, y et z, donc je veux que tout le monde... donc je dessine uniquement les points avec les coordonnées x entre moins 1,5 et 1,5 et pareil pour y et z. Alors je fais ça avec le viewer Tachyon. C'est un ray tracer externe qui est performant, assez performant. Je donne une bonne résolution parce que les ray tracers ont du mal avec ces surfaces-là, notamment la manche, donc pour jet négatif, on voit la manche en bas, et on avait l'axe des z uniquement pour jet négatif, on le voit. Donc le fond du parapluie, c'est l'axe des x, et on voit qu'avec z grandissant, on va avoir deux droites qui sont symétriques par rapport à l'axe des x. Alors je triche ici, je rajoute line 3D, je rajoute la manche, parce que sans ça, le ray tracer, il rate la manche du parapluie, parce que voilà, c'est trop fin, et un ray tracer ne le voit pas forcément. Donc voilà. En tout cas, voilà la tête qu'elle a, cette surface. Donc on l'appelle le parapluie de Whitney, parce que voilà, ça ressemble un peu à un parapluie, on a une manche, et le reste, ça attrape la pluie. Bon, il ne faut pas se mettre pile à côté de la manche, mais un peu plus loin, un peu plus éloigné, on va être au sec quand il pleut. Voilà, donc revenons à notre calcul. Donc après ce petit dessin, dans le cas au cas le corps d'un nombre réel, on repasse dans le cadre général, on peut faire ça complètement général. On va commencer, on va montrer d'abord, montrons que l'idéal de ce sous-ensemble algébrique dans K3, défini par le polynôme f, est bien engendré par f. On en a besoin de savoir pour être sûr d'avoir des espaces tangents de Zariski quand on regarde les dérivées partielles, quand on regarde le polynôme, l'ensemble de zéros du polynôme P indice A1 de f. Quand on veut appliquer la proposition tout à l'heure. Donc on va démontrer qu'IV de f. Bien sûr, f s'annule, comme f appartient à f s'annule sur v, donc on a bien sûr f contenu dans I de v. Donc ce qu'il faut démontrer, c'est l'inverse. Donc soit g dans I de v, on montre
que G appartient à l'idéal engendré par F dans le cas approché x, y, z. Alors comment on va faire ça? Et ça utilise bien sûr que K est encore infini, hein. Sinon, V serait un ensemble fini de points dans K3, et son idéal serait bien plus gros, hein. Alors, comment on va faire ça? Il faut d'abord remarquer que V, c'est l'ensemble des points x, y, z en K3, tel que y2 moins z x2 égale 0. Donc on voit que si x est non nul, hein, pour x est non nul, on voit qu'on peut résoudre pour z, et on a z égale y2 sur x2. Autrement dit, le graphe de la fonction z égale y2 sur x2 est contenu dans V. Ça, c'est une fonction définie sur donc z égale y2 sur x2, une fonction de k étoile, c'est k privé de 0 croix k dans k. Il a donc un graphe. Le graphe de cette fonction est donc contenu dans k étoile croix k croix k. Et évidemment, il est contenu dans V. Hein, parce que si z égale y2 sur x2, z fois x2 est bien égal à y2. Donc si le polynôme g s'annule sur V, hein, on a supposé que g s'annule sur V, alors g s'annule sur ce graphe. Donc, du coup, si je substitue pour z, je substitue y2 sur x2, ça c'est 0 quel que soit xy dans k étoile croix k. Donc là, c'est plus un polynôme. J'ai évalué un x, y, y2 sur x2. Évidemment, ça nous donne envie de regarder la fraction rationnelle. Ça, c'est une fraction rationnelle en x et y, en indéterminé x et y. Et comme g est un polynôme, il existe une puissance de d, de x, donc x puissance d. Donc il existe d, un entier naturel, tel que x puissance d fois ça est un polynôme que j'appelle p. Il suffit, en fait, on peut prendre évidemment, on peut prendre d égale 2 fois le degré de g en z. N'est-ce pas? Parce qu'on substitue y2 pour x2, y2 sur x2 pour z. Donc si d est le degré de g en z, on peut chasser le dénominateur en multipliant par 2 fois le degré de g en z. Et du coup, P s'annule, P est un polynôme que je peux évaluer sur K2. P s'annule sur K étoile croix K. K privé de 0 croix K. Donc si je multiplie par x, ça s'annule, ce polynôme-là s'annule carrément sur k croix k tout entier, c'est k2. Et comme k est encore infini, ça veut dire que x fois p égale 0. On a vu ça dans un paragraphe précédent, on a vu que un polynôme qui s'annule sur k puissance n, si k est encore infini, forcément le polynôme nul. Donc xp est égal à nul, xp est égal à 0. Donc, x aussi, donc P aussi. Et si P est égal à 0, G aussi, G évalué en x, y, y2 sur x2 est nul aussi. Donc P égale 0 et G, c'est cette fraction rationnelle. C'est fraction rationnelle 0 dans K parenthèse x, y. Et même plus, donc même 0 dans un anneau un peu plus petit, un sous-anneau de ce corps de fraction rationnelle, parce qu'il n'y a que x2 qui apparaît comme numérateur, comme dénominateur.
Donc en fait, même dans la localisation des x, y par rapport à x2, ça s'annule. Donc ça, c'est la localisation de l'anneau de polynôme k crochet xy par rapport à x2. Ce qui est aussi l'anneau localisé par l'anneau de polynôme en xy localisé par x, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. Et j'ai évalué un xy y2 sur x2. Ça, c'est l'image, donc soit f le morphisme de k crochet x, y, z dans cette localisation, qui envoie x sur x, y sur y, et z sur... Là, je peux donc, dans cette localisation, je peux écrire y2 sur x2. Et donc, on a un f de g égale 0. Parce que on vient de dire que j'ai évalué un x, y, y2 sur x2 est 0 dans cette localisation. F est le morphisme d'évaluation en x, y, y2 sur x2. Et donc on va g sur 0. Donc il suffit pour montrer que G appartient à un F, il suffit donc de l'idéal engendré par F dans K crochet X, Y, Z, il suffit de montrer que le noyau du morphisme F, petit f, est engendré par F. Donc F étant, je rappelle, le polynôme Y2 moins ZX2, qui est d'ailleurs bien envoyé sur 0 par F. Donc on a l'inclusion là, cette inclusion là, est évidente. C'est l'autre inclusion qu'il faut démontrer. Mais bon, on va le faire d'un seul coup en fait. Ça se démontre avec le lemme de Gauss, je vais localiser un peu plus. Envoyer Z sur Y2 sur X2, on voit que c'est pas a priori, ça aurait été bien si c'était 1 sur X2. Dans ce cas-là, je connais le noyau. Donc en fait, je vais localiser par Y en plus. Donc soit F', le morphisme que j'obtiens à partir de F en localisant par rapport à Y. Donc j'ai le morphisme F qui a valeur dans Kx, Y localisé par X2 et je localise de deux côtés par Y. Vous voyez, petit f envoie Y sur Y, donc j'ai un morphisme induit, comme ça. Et en fait, l'anneau de départ, j'ai envie de le voir comme K crochet XY, localisé en Y, crochet Z. Et l'anneau d'arrivée, je veux aussi le voir comme K crochet XY, localisé en Y, et puis localisé par rapport à X2. Je peux écrire égalité parce que tous ces anneaux-là sont des sous-anneaux de leur corps de fraction. Et on a vraiment une égalité de sous-anneaux de corps de fraction ici. Et ce morphisme ici, donc f' vu comme morphisme ici, l'identité sur le même, là ils ont le même anneau de coefficient ici, et on voit z sur y2 sur x2 toujours, bien sûr. Et maintenant, y2 est devenu un inversible dans l'anneau de coefficient. Donc en fait, ici, c'est vraiment ce morphisme f', le noyau f'. En fait, c'est comme si on rendait x2 inversible. C'est-à-dire, son noyau, c'est z sur y2 que multiplie x2 moins 1. Ça, c'est facile de voir. En fait, comme y2 est inversible, l'anneau de départ, je peux le voir comme étant isomorphe avec K crochet X, Y localisé en YT.
où je fais correspondre T avec Z sur Y2. C'est un isomorphisme parce que Y2 est inversible. Hein. Donc ça c'est un isomorphisme. Et ici les morphismes envoient donc cet anneau dans K crochet XY, cet anneau-là localisé en X2, et envoie Z sur Y2 sur X2. Donc on va Z sur Y2 sur 1 sur X2. Donc ici, le morphisme envoie T sur 1 sur X2. Donc en fait, les deux anneaux ici, c'est tous les deux des solutions à la propriété universelle. Comment dire, c'est tous les deux des solutions à la localisation de l'anneau K crochet XY, indice Y, localisé par X2. En fait, on sait que ça, c'est un isomorphisme. Et donc, du coup, ce morphisme F' qu'on a ici est un isomorphisme. Et ici, de ce côté-ci, je sais que le noyau, ici, le noyau est engendré, donc si je l'appelle G ici, le noyau de G est engendré par... Ah oui, je dis que c'est un isomorphisme, ça c'est faux. C'est un isomorphisme si je quotiente par le noyau, justement. Le noyau de G, c'est ça ce qu'il fallait que je dise. Le noyau de G, est engendré par Tx2-1. Si je quotiente cet anneau-là par l'idéal Tx2-1, je rends X2 inversible. Et il est très facile de voir avec la propriété universelle de la localisation que j'ai un isomorphisme, que j'ai induit un isomorphisme sur le quotient par son noyau. Donc du coup, on en déduit que le noyau de F', c'est l'image de cet idéal, donc c'est l'idéal engendré par l'image de Tx2-1, c'est-à-dire Z sur Y2 que multiplie X2-1. Y2 étant un inversible dans cet anneau localisé par Y, cet idéal est aussi engendré par Zx2 moins Y2. Et ça c'est l'opposé de F, donc est aussi engendré par F. Je vais écrire ici F. Disons l'idéal engendré par F', où F' est l'idéal engendré par F. Dans cette localisation, crochet Z. Ici, peut-être ici, il faut écrire un prime, parce que, a priori, c'est des polynômes en x, y, z, et on pourrait confondre avec l'idéal engendré dans K crochet x, y, z. Mais comme f, je le vois comme polynôme dans K crochet x. Si je le vois comme polynôme en z à coefficient dans K crochet x, y, cet anneau de coefficient est un anneau factoriel. Et f, c'est coefficient, c'est y2 et x2, qui sont des puissances d'irréductibles non associées. Donc f est un polynôme primitif. Et le lemme de Gauss implique alors que si je prends l'idéal engendré par f dans la localisation, et après j'intersecte avec k crochet x, y, z, que ça c'est la même chose que l'idéal par f. Un polynôme qui est divisible par f dans la localisation, k crochet x, y localisé en y crochet z, est déjà divisible dans k crochet x, y, z parce que f est primitif. Et bien maintenant on a terminé. Donc du coup, le noyau de f, bien sûr, parce que f' est une extension de f, c'est l'anneau de f' intersecté avec l'anneau de départ de f. Et donc ça c'est l'idéal
engendré par f dans la localisation. Mais on vient de voir que cet idéal intersecté avec la node polynôme, c'est l'idéal engendré par f. Voilà, donc pour le raconter en tout détail. Et cela montre que le noyau de f est engendré par le polynôme f, et donc que l'idéal de ce parapluie de Whitney est bien égal à l'idéal engendré par f. Cet idéal est bien engendré par f, lorsque k est encore infini. Bon, pourquoi on fait ça? C'est que maintenant on peut appliquer la proposition. Donc d'après la proposition, l'espace tangent AV, pour A un point de V, c'est donc l'ensemble de points x, y, z dans K3, tel que le polynôme P indice A1 de f s'annule en x, y, z. Alors qu'est-ce que c'est que PA1 de f? Ça c'est le df dx. Oui, donc, logiquement, il faut aussi remplacer le point maintenant par ABC. Donc ça c'est df dx évalué en ABC que multiplie x moins a plus df dx en ABC que multiplie x moins y moins b plus df dz évalué en ABC que multiplie z moins c. Or ici, f étant égal à y2 moins zx2, on a df dx. df dx est égal à moins 2zx. df dy est égal à 2y. Et df dz est égal à moins x2. Donc P indice A1 de f, qu'est-ce que c'est? Donc df dx en ABC, c'est donc moins 2ac, donc x moins a, plus df, ici c'était df dy, df dy en ABC, c'est plus 2b, et df dz en ABC, c'est moins a2. Donc ici, plus, moins a2, z moins c. Donc là encore, on voit que si A et B, sont tous les deux 0, le polynôme P1,1f est nul. Et donc l'espace tangent AV pour tous ces points ABC, donc je prends A et B égale à 0, donc quel que soit C, c'est K3 tout entier. Et si A ou B est non nul, si A ou B est non nul, on voit bien, hein, comme les coefficients sont dans un corps ici, il y a peut-être un souci quand le corps est de caractéristique 2, nous prenons la caractéristique de K est non nul, différent de 2. On a 2B non nul et A2 non nul. En tout cas, non, ou bien A2 est non nul, ou bien 2B est non nul. Je prends caractéristique K différente de 2 pour simplifier là, parce que si caractéristique de K est égal à 2, 2B est égal à 0. Donc il y a encore un cas particulier à voir. Je n'ai pas envie de me lancer dans ce détail-là. Prenons le corps K de caractéristiques différentes de 2. Donc si AB ne sont pas tous les deux nuls, le polynôme PA1F est non nul. Et donc, comme polynôme affine,
la dimension, du coup, la dimension de l'espace tangent des Zariski en ces points-là est égale à 2. Si AB, les A et B ne sont pas tous les deux nuls. Voilà, donc on constate que c'est le sous-ensemble V2 où la dimension de l'espace Zariski est au moins de dimension 2 est égale à V1, là où la dimension de l'espace Zariski est au moins égale à la dimension de l'espace Zariski est au moins égale à 1, est égale à V0, c'est V tout entier. C'est V3, la dimension 3, on va l'avoir sur la manche, sur l'axe des Z. On va avoir V3 qui est égal à V3, l'ensemble où X et Y sont nuls. Donc on voit bien que c'est un sous-ensemble algébrique maintenant, ça serait plus intéressant parce que c'est une courbe, c'est de dimension 1. Et le lieu où la dimension de l'espace de Zariski est au moins 4, c'est le sous-ensemble vide, parce que l'espace de tangente de Zariski est contenu dans K3, donc de dimension plus 3. Voilà pour un petit exemple un peu moins trivial. Donc c'est la manche du parapluie de Whitney, y compris la partie qui rentre dans la toile du parapluie, qui est le lieu V3. Et on va voir apparaître quand même dans le dessin, ce lieu est un lieu qu'on a envie d'appeler un lieu singulier de la surface. C'est un peu moins clair pour le lieu où la coordonnée Z est négative. Mais en tout cas, même là, c'est ce qu'on appelle des points singuliers de la surface. C'est comme ça qu'on va définir les points singuliers. Ça, c'est pour le paragraphe d'après.